Là, vous allez arriver au bureau un matin, vous allez ouvrir votre ordinateur, puis là, il va y avoir une note, tous vos fichiers vont être mélangés. Il va y avoir une note sur votre bureau qui va dire « Read me ». Puis là, tu vas l'ouvrir, puis ça va dire « Bien, on a tous tes dossiers, ils sont tous encryptés, on a détruit ton backup. Si tu veux récupérer tes données, contacte-nous. » Puis là, ils ont un service à la clientèle exceptionnel. Puis les voleurs ne sont pas juste en ligne, hein, les hackers. Ils peuvent arriver ici avec un gilet Toshiba, dire à la personne à la réception « Moi, j'ai besoin d'aller travailler sur le photocopieur, j'ai un work order. » Et là, ce qu'ils font, c'est que votre photocopieur, s'il est gros de qualité, il devrait avoir un disque dur dedans, qui garde une copie de tout ce que vous avez photocopié, donc permis de conduire, passeport, transaction, tout. Puis là, lui, il s'en vient, il dit « Bien, je vais réparer votre copieur. » Il prend le copieur avec le disque dur avec toutes les données, puis il met un disque dur vierge dedans. Puis il fait signer son work order, puis il s'en va. Avant de commencer, si vous avez des questions pour Jean-François, n'hésitez pas, vous pouvez intervenir à n'importe quel temps. Juste vous assurer que on reste dans le sujet. Parce que Jean-François a comme une expérience absolument incroyable. Incroyable. C'est un gars que je connais depuis des années, M. Jean-François Leblanc. Merci d'être avec nous à ce Café et Muffin. Jean-François Leblanc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entrepreneur depuis des dizaines d'années. Ouais, c'est ça. Des dizaines d'années en informatique et maintenant en cybersécurité. Ce que peut-être certains d'entre vous ne savaient pas, Jean-François est premier vice-président au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Gatineau. Également, il a été également, 10 minutes, ils vont couper, fait que comme ça, je vais être correct, ils vont voir le refaire. Et également, il a été reconnu comme mentor de l'année passée, à la Chambre de commerce également. Donc, bravo et merci. Donc, ça nécessairement, c'est une belle distinction qui reconnaît ses qualités. Puis, c'est un gars qui est souvent reconnu également au niveau du réseautage. Donc, je pourrais dire un maître réseauteur. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est une mine d'or. C'est un gars super sympathique. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs conversations avec Jean-François au cours des dernières années. On est, on pourrait dire, quasiment voisins. Donc, sans plus attendre, je vous invite à vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à monsieur Jean-François Leblanc. Excellent. Donc, Jean-François, c'est quoi les menaces qu'on a? On parle de cybersécurité, on en entend parler, on entend parler aujourd'hui particulièrement là, la fameuse fraude amoureuse là, avec une filière africaine là, qui dérobe les chiffres aujourd'hui qu'on entend à la radio, c'est 60 millions. Donc, et on a entendu dans les derniers mois également là, des usurpations d'identité, des gens qui se font voler leur titre de propriété sur leur propriété, reviennent de voyage, tout à coup la maison a changé de nom, il y a une hypothèque inscrite sur la propriété. Donc on en entend beaucoup parler, on entend beaucoup des failles informatiques où les données sont volées. Ça me rappelle la situation chez Desjardins là où les informations. Donc comment on prévient ça au quotidien? Bien, la prévention vient par des mesures de sécurité. Donc, c'est quoi des mesures de sécurité? C'est s'assurer que ces mises à jour sont faites. On sait que c'est plate qu'on est en train de travailler, puis notre ordinateur nous dit qu'il y a une mise à jour à faire, ou notre téléphone nous dit qu'il y a une mise à jour à faire, parce que ça, c'est très vulnérable aussi, puis c'est aussi puissant que votre ordinateur. Donc, si on ne fait pas nos mises à jour, si on ne le protège pas avec un bon mot de passe, ça aussi, ben, quelque part, c'est vulnérable. Donc, faire ces mises à jour, avoir des bons mots de passe. Si votre mot de passe c'est le même pour tous vos comptes, tous vos accès, ben s'il y a une faille de sécurité chez un de ces fournisseurs-là, mettons, on va dire Dropbox, parce qu'ils se sont déjà fait hacker, ben votre mot de passe de Dropbox, c'était tralala.pet, ben puis c'est votre mot de passe de Facebook, de LinkedIn, de votre Outlook, Microsoft 365, ben le hacker qui va trouver ce site web-là, ce mot de passe-là sur le dark web, ben il va essayer de rentrer dans votre Microsoft 365.
Là, qu'est-ce qui va arriver quand il va rentrer dans votre Microsoft 365? Il va aller voir dans vos notes. Dans vos notes, il va chercher password. Puis il va trouver une belle liste de mots de passe dans votre OneNote avec tous vos mots de passe pour vos comptes de banque, vos numéros de carte de crédit, etc. Puis là, c'est là que le fun commence. Parce que là, après ça, une fois qu'il a accès à tous vos comptes, ben là, il va aller vendre certaines données sur le dark web, il va aller vendre votre identité aux plus offrants, il va faire des enchères. Donc ça, c'est le début d'une grosse catastrophe. Fait que les mots de passe, super importants. L'authentification à 2 facteurs, toujours l'activer. L'authentification à 2 facteurs va faire que s'il trouve votre mot de passe parce qu'il y a des banques de données incroyables de mots de passe qui sont disponibles sur le dark web, puis les autres utilisent ces dictionnaires-là pour essayer de rentrer dans votre compte. Aujourd'hui, votre compte, c'est souvent votre adresse de courriel, le nom d'utilisateur. Avant, c'était JF Leblanc ou Leblanc JF ou J Leblanc ou Leblanc J. Aujourd'hui, la plupart du temps, on met comme nom d'utilisateur notre adresse de courriel qui est unique. Fait que s'ils savent votre adresse de courriel, puis ils savent comment vous faites vos mots de passe, des fois, on forçait les gens à dire vous allez changer aux 3 mois. OK, ben, il va faire été 2025, automne 2025, printemps 2025, puis l'année suivante. Si un hacker trouve ces mots de passe-là, il va essayer avec votre courriel. Puis si on est au printemps 2026, il va essayer un printemps 2026, puis il va rentrer dans votre Outlook. Fait que ça, c'est des mesures de sécurité, protéger le Wi-Fi de l'entreprise, s'assurer que le routeur est bien configuré, qu'il est sécuritaire. Il y a une panoplie. Quand j'accompagne les entreprises, il y a une quarantaine, cinquantaine de choses que je vérifie. Ça fait 4 ans que je fais ça. Je n'ai jamais rentré dans une entreprise qui était bien protégée. Puis là, je suis allé chez vos comptables, vos notaires, vos fiscalistes, vos huissiers, tout du monde que vous faites affaire ensemble, qui gèrent des tonnes de renseignements personnels, puis malheureusement, sont mal protégés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se font hacker. Puis on reçoit régulièrement des lettres de nos fournisseurs qui disent « on s'excuse, on a perdu ton numéro d'assurance sociale, J'ai reçu une de mon frère qui est conseiller financier à Montréal, une autre organisation qui est supposée de protéger les renseignements personnels, qui disent là, on s'excuse, on a tout perdu ça sur vous. » Wow. Donc, quand tu dis « on a tout perdu », c'est que quelqu'un qui est rentré, qui a fait une demande de rançon, tu me donnes pas l'argent, je détruis tes données. Pas nécessairement. Ils peuvent, avant de mettre en rançon, ils peuvent juste les voler. Ils peuvent aller les prendre, puis après ça, menacer l'entreprise de dire si tu ne donnes pas d'argent, non seulement on va le mettre sur le dark web en enchère, peut-être le vendre à un de tes compétiteurs. Okay. Wow. Il y a BRP se sont fait attaquer il y a quelques années, ça c'est Bombardier. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'étaient pas contents de l'équipe de négociation parce que l'entreprise n'essaie de pas payer la rançon. Fait que ce qu'ils ont fait, ils avaient retiré de l'entreprise toutes les photocopies de passeport, les blueprints des derniers skidoo, là. Ils ont sorti toutes les informations. Puis à un moment donné, ils ont dit, là, on va publier ça sur le dark web parce qu'on n'est pas content de l'équipe de négociation. Fait que là, les employés, ils avaient pris tous les mots de passe des employés. Fait que si dans ton laptop personnel, tu as branché sur ton compte Netflix, YouTube, ils ont mis les mots de passe de tous les comptes de tous les employés sur le dark web, accessible à tout le monde. Wow. Puis là, ça, ils vendent ça ou ils donnent juste pour faire chier. Incroyable. Fait que là, ça, c'est pour mettre de la pression sur l'équipe de négociation de dire aux propriétaires qu'ils payent la rançon. Ils font tellement d'argent avec ça, là, c'est des milliards. Des milliards. J'ai une slide dans ma présentation qui disait on a fait tellement d'argent, là, on faisait 2,5 millions par semaine, puis là, on prend notre retraite. Fait que si vous avez encore des données chez nous, vous n'avez pas payé votre rançon, dépêchez-vous parce que bientôt, elle ne sera pas accessible. Vous les aurez plus, vos données. Wow. OK. Donc, on ferme boutique. Fait que payez-nous ou finalement, on détruit. Ça peut être... Ils peuvent te pogner 5 fois. La première, ils disent on a volé toutes tes informations. Fait que si tu veux pas qu'on les rende publiques ou qu'on les vende à ton compétiteur, paye-nous. Après ça, ils vont mettre un rançon shell chez vous. Ils vont l'activer. Là, tous tes ordinateurs sont plus accessibles. S'ils ont été administrateurs de ton réseau avant, ils vont détruire ton backup. Ils vont mettre des keyloggers sur tous les ordinateurs. Un keylogger, c'est un enregistreur de frappe. Ça veut dire que si tu t'allumes dans ton ordinateur puis tu écris accéder.desjardins.com, un numéro de 16 chiffres, un vraiment bon mot de passe, eux autres, ils reçoivent une copie de ça. OK. Fait que si l'authentification à 2 facteurs n'est pas activée sur ton compte Desjardins, 2 minutes après, il est dans ton compte de banque puis il fait des virements. OK.
Et est-ce que l'institution financière, elle, reçoit un flag? Quand tout à coup, le compte est en train de se vider? On se posait. Okay. Mais j'ai un client. Ben, il n'était pas client dans le temps. Pas que c'est mon cas, là. Moi, il n'y a pas d'argent dans mon compte de banque. Fait que je suis correct, là. Mais, mettons quelqu'un qui aurait une fortune dans son compte bancaire. Je connais des clients, là, qui ont des milliers, et des centaines de milliers de dollars. Puis je fais genre, comme, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent-là dans ton compte courant? Pourquoi tu fais pas juste un placement ou quelque chose? Puis, on a toutes sortes de manières qu'on gère nos actifs, là. J'ai un client qui s'est fait voler 665 000 $ dans son compte de banque. Lui, il a besoin des grosses marges de crédit parce qu'il achète, mettons, des bateaux. Ouais. Il revend des bateaux. Quand tu vas acheter un bateau de plusieurs montants d'argent, ben, ça te prend une marge de crédit, ça te prend de l'argent dans ton compte pour faire la transaction. Fait que, il m'a été référé par un ami, j'arrive là. Il dit, moi, je veux que tu m'écrives une lettre comme quoi c'est pas de mon bord le problème. Je dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, ça a commencé, je revenais de vacances, j'ai eu mon affaire d'authentification à 2 facteurs, puis il y a eu comme un glitch. Fait que là, il dit, après ça, je vais pas boidrer, là, j'ai renvoyé le code, je sais pas ce qui s'est passé. Et là, à un moment donné, 48 heures après, il manquait 665 000 $ dans son compte de banque. Il y a 79 transactions de 200, 500, 800. Puis c'est un commerce qui est pas ouvert la nuit. Puis là, la première question que j'ai posée, je dis, ben, comment ça fait que la banque l'a pas arrêté? Tu sais, aujourd'hui, tu essaies d'envoyer 200 000 à quelqu'un, puis la banque, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux ressortir 200 000? T'es-tu sûr que c'est une bonne personne? C'est pas en Afrique, c'est-tu correct? Tu s'en vas au comptoir bancaire, là, puis t'as un roman, juste parce que tu veux retirer 2000 $ cash. Exactement. Fait que comment se fait que moi, je suspecte que c'est une job interne de la banque. Fait que c'est sûr que si quelqu'un à l'interne de la banque a dit, ben, puis lui, il y avait un processus où est-ce que lui est administrateur, puis il y avait sa commis qui faisait la transaction, puis lui devait l'approuver. Fait que ce qu'ils ont fait, les employés de la banque ou les pirates informatiques, je sais pas, ils ont créé un compte admin, puis un autre compte. Puis ils ont fait des transactions. Ils n'ont pas dû dormir, eux autres. C'était payant. Hein? Quand tu tires 665 000 $. T'achètes un beau bateau avec 665 000 $. Ouais. Mais ça vient couper dans ta croissance de ton entreprise, dans le fait d'engager du monde, ça vient t'enlever des revenus. Ça t'a créé des nuits blanches, je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense. Dans le fond, t'as comme le droit, exemple, d'aller demander à la banque des logs, des informations. Ouais, la banque a envoyé ton enquête ou Ouais, mais la banque a envoyé une liste des transactions qu'il y a eu, a envoyé des adresses IP, mais là, aujourd'hui, avec les VPN, on sait que les adresses IP, c'est pas traçable. Okay. Fait que cet argent-là, il ne récupérera pas. Mais cet argent-là a transité, là. Donc, ça veut dire que j'ai pas juste pris 665 000 en virement. Non. Puis par la suite, je l'ai déposé dans un compte. Mais si je l'ai déposé dans un compte, ce compte-là appartient à quelqu'un. Oui, mais il achète des cartes. Je sais pas si on fait. C'est un paquet de petites transactions un peu partout. Là. OK. Wow. Comment on est capable de se prémunir de ce genre de fraude-là dans une transaction immobilière? Ben, ce cas-là, c'est une job interne. Ben, premièrement, l'authentification à 2 facteurs est importante. Surveiller ton compte. C'est lui qui a appelé le gérant, son gérant de la banque pour dire « Hey, arrête ça, ils sont en train de vider mon compte. » Puis là, la banque a réagi. Okay. Là, quand il est allé voir la banque, il a dit « Je vais-tu revoir mon argent? » La banque a dit « Ben, poursuis-nous. » Oui. Poursuis-nous, on se verra dans... On va envoyer ça au département juridique. Ben, c'est ça. C'est ça. J'ai une question. À défaut d'avoir un spécialiste en cybersécurité dans l'agence, est-ce qu'il existe des antivirus puissants qui peuvent faire la job justement de protéger notre système? Ou bien c'est un antivirus personnalisé? Comment ça se passe? Ben, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, les antivirus sont rendus intelligents. On appelle ça EDR, Endpoint Detection and Response. Fait que c'est des antivirus qui, à la place d'être un antivirus comme nous, on a connu dans notre temps, qui va regarder la signature, qui va dire ça, c'est un virus connu, donc je le bloque. Le EDR, lui, il va détecter des choses suspectes, puis il va les bloquer. Il va bloquer les processus. Donc, oui, plus on investit dans un antivirus. Sauf que une entreprise comme la vôtre va pas investir 30 000 $ par année pour un antivirus. Fait qu'il y a un équilibre à aller chercher. La meilleure chose que vous pouvez faire, puis vous l'avez très bien commencé, c'est de la formation, de la sensibilisation. Ben, si je te donne un exemple, pas plus tard que hier, je reçois un courriel d'une personne externe de l'agence. Personne
que moi je considère relativement connu et crédible. Et dans le courriel que je reçois, il y a une pièce jointe et il y a un mot de passe. Il dit, ben écoute, selon le dossier, puis là, c'est un cas qui était définitivement pas lié à l'agence. Puis la personne, c'est une personne que je connais, que je respecte. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il me partageait de l'information sur un dossier personnel d'un de ses clients. Donc, je lui ai répondu en lui disant, écoute, je pense que ce courriel-là m'a été acheminé par erreur et by the way, pour ton information, j'ai pas ouvert la pièce jointe. Et effectivement, son adresse, son système avait été compromis. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, c'est dans la question que tu poses. Je pense que le meilleur antivirus se retrouve 30 cm en avant de l'écran. C'est la personne qui ouvre le courriel ou qui ouvre pas le courriel. Donc, à partir du moment où vous pensez que la situation est problématique, don't touch it. Par exemple, dans Gmail, ils nous préviennent parfois qu'on désactive. Ouais. Donc, on est automatiquement prévenu pour éviter justement d'ouvrir les pièces jointes. Là, c'est là que se trouvent les virus. Ouais. Il y a des liens. Parfois, on reçoit des messages de nos amis sur Messenger ou sur les réseaux. Et puis, il te dit, s'il te plaît, ouvre ce lien, il y a une photo, etc. Tu ouvres le lien, tu t'es fait hacker, tu as perdu toutes tes données, malheureusement. Oui. Effectivement. Mais celle-là, c'est comme... Puis, honnêtement, j'étais curieux de voir l'information dans la pièce jointe. Mais il y a eu comme une espèce de... je sais pas, mais pour ceux, puis pour les plus jeunes, là, vous saurez pas mon association, mais... moi, j'écoutais quand j'étais jeune, j'écoutais une émission, un dessin animé qui s'appelait Les Pierres à Feu, qui est Fred Flintstone. Puis, tu sais, Fred, des fois, dans sa vie, il y avait toujours un petit diable puis un petit ange, puis souvent la guerre était prise entre les deux. Puis, fait que là, heureusement, hier, c'est le petit ange qui m'a parlé. mais le petit diable qui travaillait pas en tabarouette. Mais je sais juste pas comment ça se fait que j'ai juste pas eu la curiosité. Mais c'était une journée où est-ce que j'étais dans le feu de l'action. Donc, c'est... régulièrement, une vague, là, les avocats, les notaires se faisaient avoir parce qu'ils recevaient un courriel d'un avocat qu'ils connaissaient, puis ils disaient, voici un dossier. Là, c'était le PDF. Là, quand ils ouvraient le PDF, ben, il se faisait avoir. Fait que là, le PDF s'en allait à tous ses contacts, qui étaient aussi des avocats, ou majoritairement des avocats. Ouais. Fait que là, ben, là, eux autres, ils disaient, ben oui, je connais cet avocat-là. Et qu'il y a une grosse vague. L'ordre s'en est mêlé pour essayer de dire, ben là, faites attention. Dans ma situation. Mais les gens se font avoir tout le temps. Comment on peut s'assurer de la confidentialité, de la sécurité des informations sensibles de nos clients? Tu sais, il y a une loi là, qui vient encadrer là, justement la question de la gestion des renseignements personnels. Puis nous, dans le cadre d'une transaction immobilière, ben on a énormément de données. Tu sais, des fois, tu prends un recul, puis tu dis, tu sais, des fois, j'entends souvent les courtiers sur le terrain dire « Ah ouais, mais là, on a plein de paperasse, puis on a un autre formulaire à faire signer, mais en même temps, quand tu es capable de faire un petit recul, puis tu es capable d'analyser la situation, puis tu te dis, ben écoute, attends une minute, là, j'ai de l'information en tabarouette. Là. Donc, j'ai des pièces d'identité, j'ai de l'information vraiment personnelle sur l'individu, autre que ce que je vois et ce que j'entends que la personne me confie, l'information financière par rapport au client. Donc, comment on est capable de se prémunir adéquatement pour éviter qu'il y ait des fuites qui se passent dans notre organisation? Ben, c'est encore une fois l'éducation, hein, former son monde. Tu peux mettre en place des politiques dans ton entreprise en disant, ben, si tu as des renseignements personnels, il faut que tu fasses attention à comment tu les gères. Si tu peux pas oublier un dossier de client chez un autre client, ça, c'est un gros nom. Il y a un ministre comme ça, hein, qui avait oublié un dossier, lui, chez sa copine, mais il est plus ministre. Il est plus ministre, ouais. Donc, il faut faire attention à comment on les gère. Ici, souvent, les agents immobiliers vont dire, ah ben moi, l'agence va s'en occuper, ils vont gérer ça. Mais non, chaque agent immobilier responsable des renseignements personnels doit se conformer à la loi 25. La loi 25 a été mise en place pour protéger les renseignements personnels parce que avant qu'elle soit en place, les gens se faisaient hacker et ils disaient, je savais pas, ça me prenait de l'information, je savais pas que ça me prenait un backup, je savais pas qu'il fallait que j'active l'authentification à 2 facteurs. Mais là, tu viens d'affecter la vie de 2000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes
Puis tout ce que tu as à dire pour te défendre, c'est je savais pas que mon gars mon technicien informatique n'était pas bon ou qu'il me protégeait pas comme il faut. Tu sais. Fait que souvent, les gens ils font confiance. Ils disent moi, j'ai un technicien en informatique, il doit savoir ce qu'il fait. Mais ça fait 4 ans, je suis jamais rentré dans une entreprise qui était bien protégée. Puis je suis allé dans des entreprises que vous connaissez tous très, très bien. Là. Petite et grande. Petite et grande. Mm-hmm. Très, très grande. Qui, malheureusement, il y a plein de choses qui n'étaient pas faites. Donc, je retiens un conseil que je veux vous partager, je pense qu'il est important de garder, c'est vos mots de passe. Oui. Moi, j'ai un problème de mémoire, fait que les mots de passe sont régulièrement mis à jour, pas parce que je veux, mais parce que je les oublie. Oui. Particulièrement, ceux que j'utilise pas sur une base quotidienne. Oui. Et je dirais peut-être encore plus, le commentaire que tu as donné, là, automne 2025, mais il faut pas que ça soit automne 2026 comme mot de passe. Donc, et utiliser aussi les points d'interrogation, arrobas, plus, moins, étoiles et tout ça pour essayer de rendre votre mot de passe un peu plus solide. Dans ma formation, j'ai une partie d'à peu près 1 heure où est-ce que je parle de la gestion des mots de passe. Comment qu'on les gère. Je donne des trucs. J'ai des clients qui me disent, moi, j'utilise ton truc puis j'ai plus de stress, ça va bien. Puis j'ai d'autres clients qui utilisent un gestionnaire de mots de passe, ça existe. Mais il y a quelques années, 1Password s'était fait hacker. Fait qu'un gestionnaire de mots de passe fait hacker, c'est pas le fun. Puis ils ont très mal géré la crise. C'est pas fort non plus, là. Non, mais ils ont très mal géré la crise. Tu sais, Dropbox s'est fait hacker à un moment donné, je me souviens pas en quelle année. Puis, fait que là, imaginez qu'il y a des hackers qui se promènent dans votre compte Dropbox, qui ont accès à tous vos fichiers. Puis vous avez dans votre compte Dropbox un fichier mot de passe, un Word avec mot de passe, avec tous vos mots de passe dedans. Puis savez-vous, ça a pris 4 ans avant que Dropbox admette que c'était fait hacker. Wow. Fait que ça, au niveau de la courbe de confiance, c'est pas bon, là. Ouais. LinkedIn se sont fait hacker en 2016-2017, je me souviens plus. Mais tous les mots de passe qu'il y avait étaient enregistrés en texte. Aujourd'hui, la façon qu'on fonctionne, c'est que les mots de passe sont enregistrés, même la compagnie ne peut pas les voir. C'est pour ça qu'ils disent, oubliez le mot de passe, puis ils t'envoient. Mais dans ce temps-là, eux autres avaient enregistré les mots de passe en texte dans un fichier Excel, là, j'exagère un peu, mais fait que la hacker est rentré là, bingo, puis là, il y avait des millions d'usagers. Mais quand quelqu'un, là, il met ça sur le dark web à vendre, quelqu'un achète ça, s'ils savent ton mot de passe, ton LinkedIn, bien des chances qu'ils sont capables de rentrer dans tes autres plateformes. Ouais. Parce qu'ils vont essayer quelque chose. Le mot de passe le plus populaire aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Puis c'est drôle parce que l'année passée, il avait descendu au 2e rang. Puis cette année, il a remonté au 1er rang. C'est comme un concours de popularité, là. Hey, oubliez pas, là, gardez ça comme mot de passe. Une petite anecdote. Donald Trump, à un moment donné, il a fait une déclaration qui disait faut être vraiment, faut pas avoir un gros quotient intellectuel pour se faire hacker. Fait que là, ça a pris juste ce commentaire-là pour que toute la communauté de hackers décide on va aller hacker le président. Les bons comme les pas bons. Parce qu'un hacker, c'est pas nécessairement négatif. Il y a des bons hackers, puis il y a des méchants hackers. Fait que tout le monde a essayé de hacker Trump. Ça a pris quelques heures. Ils ont trouvé son mot de passe. C'était You're fired. OK. Puis, fait que là, c'est une fraude, là. Tu sais, c'était le compte Twitter le plus populaire sur la planète. Fait que là, ils ont appelé l'FBI. Ils ont dit, écoute, on vient d'hacker le président. Il a fait un commentaire qui nous a un petit peu titillé. Fait que là, on a trouvé son mot de passe. Il a dit qu'il change parce qu'on a accès à son compte. Ça a pris une couple de semaines avant qu'il change. Puis là, à un moment donné, je sais pas, 5-6 mois après, ils ont dit, on va voir s'il a appris. Fait que là, ils ont dit, on va essayer de le hacker, tu sais, juste pour le fun. Fait que là, ils ont essayé. Son mot de passe, c'était Make America Great Again. Très original. Puis encore, ça a pris quelques minutes à le trouver, là, tu sais. Bon, il est dans quoi? Il est en campagne, fait que là, tu sais. Wow. Commentaire. Donc, j'arrive au mot de passe. Et donc, j'arrive au mot de passe et changer-les régulièrement. Et l'authentification à... Et l'authentification à deux... L'authentification à 2 facteurs sur toutes les comptes. Moi, j'avais un partenaire d'affaires qui disait, moi, je vais avoir accès au compte Facebook pour pouvoir faire des publications. J'ai dit, tu as-tu activé l'authentification à 2 facteurs dans ton Facebook? Ah non, pas besoin. Je te donne pas accès.
Non, je vais avoir accès. Non, active l'authentification en 2 facteurs. Parce que s'il y a un hacker qui rentre dans ton compte, l'authentification en 2 facteurs n'est pas activée, ben là, il est capable d'aller effacer notre page. On va perdre tous nos efforts. Ouais. Ça devrait être la même. Ça, on le voit beaucoup, là, ouais. avec beaucoup Le de Microsoft d'entreprises, 365, c'est la même affaire. Quand il rentre dans votre Microsoft 365, tout est accessible. Ils ont accès à vos calendriers, ils savent où est-ce que vous êtes, ils ont accès à tous vos contacts, ils peuvent aller spammer tout le monde avec la liste de contacts que vous avez. Envoyer un courriel à votre nom, il y a votre signature de courriel. Il y a accès à tous les courriels que vous avez envoyés. Il y a accès à tout, là. Mm-hmm. Puis malheureusement, Microsoft 365, quand les techniciens vous le vendent, c'est plus Microsoft qui vous le vend, c'est votre technicien en informatique. Ouais. Puis là, lui, il vous l'installe. Il y a des configurations à faire pour activer la sécurité. Parce que par défaut, ils ne vous le mettent pas tout bloqué tout sécuritaire. Mm-hmm. Ils vous le mettent ouvert, puis c'est votre responsabilité d'aller le sécuriser, de dire, bon, ben, ces comptes-là, on veut l'authentification en 2 facteurs, ces comptes-là sont administrateurs. Ouais. Sécuriser. C'est un gros travail à faire. Ben, tu sais, c'est un peu, tu sais, je te donne l'exemple, c'est un peu comme on laisse la porte débarrée. Ouais. Puis les bureaux individuels sont débarrés également. C'est ça. Donc, nous, à un certain moment donné, on a pris la décision à l'interne de commencer à demander justement aux équipes de barrer leurs portes, justement dans le but qu'il y a eu une autre agence qui a eu une entrée par infraction. Puis c'est ça, on commence à vider les bureaux. Pas qu'il y a des fortunes dans les bureaux. Là. Puis on s'entend maintenant, les voleurs, je cherche plus du matériel informatique. Là, ça se trouve pour une fraction de dollars. Là. Mais ouais, effectivement. Puis les voleurs sont pas juste en ligne. Hein. Les hackers, ils peuvent arriver ici avec un gilet Toshiba, dire à la personne à la réception, moi j'ai besoin d'aller travailler sur le photocopieur, j'ai un work order. Et là, ce qu'ils font, c'est que votre photocopieur, s'il est gros de qualité, il devrait avoir un disque dur dedans qui garde une copie de tout ce que vous avez photocopié, donc permis de conduire, passeport, transaction, tout. Puis là, lui, il s'en vient, il dit, ben, je vais réparer votre copieur. Il prend le copieur avec le disque dur avec toutes les données, puis il met un disque dur vierge dedans, puis il fait signer son work order, puis il s'en va. Fait que là, il peut à sa guise se promener dans votre disque dur, puis aller chercher plein de renseignements personnels, vendre ça sur le dark web. Il peut rentrer avec un gilet belle, dire il y a un problème de fibre optique dans le secteur, j'aimerais ça dans ta salle de serveur. Il rentre dans la salle de serveur, il branche une petite clé USB en arrière du serveur, ça s'appelle un rubber ducky. C'est un logiciel qui va lui ouvrir un backdoor, donc un accès à distance sur votre serveur. Fait que là, où il peut mettre un keylogger ou n'importe quoi, ou un rançongiciel. Il s'en va. Avant que le technicien en informatique voit qu'en arrière des serveurs, dans tous les fils, puis les câbles réseau, tout ce qui rentre là-dedans, les choses USB pour des souris, des claviers, qu'il y en a un que c'est un rubber ducky, ça peut prendre des mois. Souvent, les pirates informatiques vont rester 9, 10, 11, 12 mois dans votre réseau avant d'attaquer. Ils vous espionnent. Avant, s'il y a de la valeur. C'est ça, parce qu'avant, ils demandaient une rançon de 1 million pour une entreprise qui fait 50 000 de chiffre d'affaires. Fait que là, l'entreprise dit, ben, t'as qu'à faire ça, tu vas faillite, là, je peux pas te payer 1 million, j'ai pas cet argent-là. Fait que là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils espionnent plus longtemps, ils regardent les courriels passés. Ah, ils deviennent administrateurs, OK, c'est beau, je suis administrateur, je fais rien. Là, ils regardent les courriels passés. Ah, un état financier qui passe, OK. Bon, mais cette entreprise-là fait ça, ils devraient être capables de payer ça. Là, après ça, ils vont attendre une longue fin de semaine. Une fin de semaine de 4 jours. Puis là, ils vont détruire le backup pendant la fin de semaine. Fait que là, personne ne se rend compte que le backup fonctionne plus. Puis là, après ça, ils vont mettre le rançongiciel. Là, vous allez arriver au bureau un matin, vous allez ouvrir votre ordinateur, puis là, il va y avoir une note, tous vos fichiers vont être mélangés. Il va y avoir une note sur votre bureau qui va dire « Read me ». Puis là, tu vas l'ouvrir, puis ça va dire, ben, on a tous tes dossiers, ils sont tous encryptés, on a détruit ton backup. Si tu veux récupérer tes données, contacte-nous. Puis là, ils ont un service à la clientèle exceptionnel. Là. Ah oui, c'est ça. C'est bien meilleur que bien des compagnies qu'on appelle régulièrement. Ils vont passer des heures avec vous pour vous expliquer comment prendre votre argent, le transformer en Bitcoin, puis envoyer ça dans leur wallet, dans leur portefeuille. Puis ils vont être très, très, très patients. Puis là, quand ils vont finir, c'est des pirates. Hein? Pirates nouvelle génération. Fait que soit qu'ils vont dire « OK, on t'envoie la clé de décryptée », ou soit qu'ils vont fermer la connexion pour passer un autre appel. Wow. Donc, c'est pas sûr que si tu payes la rançon. Puis nous,
nous, on encourage de ne pas payer la rançon. C'est quoi la meilleure protection pour se protéger contre les rançons logicielles? On est avec les terroristes. Pardon? Exactement. 3 morceaux de robot pour toi. Fait que c'est ça. Il faut avoir une sauvegarde qui fonctionne. Puis malheureusement, quand je vais accompagner des entreprises, la plupart du temps, les sauvegardes ne fonctionnent pas. Quand j'avais ma compagnie de soutien technique informatique, j'ai eu une compagnie pendant 15 ans, il fallait que je me batte avec les clients pour dire, t'as ton serveur qui a été donné, puis dessus, t'as ton tape backup, ton DVD ou ça. Mais si tu passes au feu ou tu te fais voler ça, t'as rien. Fait que ça te prend absolument une copie hors site. Là, les clients disent, ah, ben là, faut que je paye un abonnement, faut que je mette ça, ça va se faire la nuit, ça me prend du data, tout ça. C'est pas grave, ça peut. Mets-les sur un disque USB, mets-le au chalet, mets-les chez vous, fallait 2 fois par semaine. Fait comme tu veux, mais ça te prend quelque chose hors site. C'est une cassette VHS, ça. Dans le temps, oui. Dans le temps, oui. Ben, c'était pas des VHS, mais en tout cas. Et maintenant, faut que je me batte avec les clients pour que leur backup soit pas juste dans le cloud. Parce que là, ils disent, ouais, ben, moi, je suis avec Microsoft, mon backup est avec Microsoft, j'ai plusieurs versions de mes fichiers, fait que Microsoft s'en occupe, j'ai pas besoin. Mais non, ça te prend une copie locale. Si jamais il se passe quelque chose avec Microsoft puis ils perdent toutes vos données, tu fais quoi? Tu recommences tout? D'ailleurs, il y a eu un problème l'année dernière quand Google avait perdu ses données. Oui. Le système de facturation avait planté, tout avait planté. Toutes les entreprises se font hack. C'est incroyable. C'est pas une question de si vous allez vous faire hacker, c'est une question, c'est quand est-ce que vous allez vous faire hacker. Moi, j'ai fait une présentation à un conseil municipal l'autre fois, puis le maire, il me dit, ben si on te donne ton argent, on est-tu garanti qu'on ne se fera pas hacker? J'ai dit non, personne ne peut te garantir ça. Mais je vais fermer assez de portes que le pirate informatique, à un moment donné, va dire, bon, ben là, on essaie ça, ça marche pas, bon, eux autres sont bien protégés, on va aller chez le voisin. C'est ça qu'on veut. Et comment se passent les simulations phishing dans les entreprises? Les simulations phishing, c'est bon, sauf que la première étape, c'est tout le temps tu commences par faire un accompagnement cybersécurité. OK? Fait que tu commences, tu dis, est-ce que mon Wi-Fi est bien protégé? Est-ce que mes backups fonctionnent? Ça te prend un expert qui va regarder ça. Puis malheureusement, tu peux pas dire, je peux pas dire que tu peux pas faire confiance à ton technicien informatique, mais les techniciens d'informatique que vous engagez, généralement, eux autres, c'est des pompiers. Ils éteignent des feux tout le temps. Fait que c'est bien difficile pour eux autres d'être proactifs. Pour eux autres de dire, cet après-midi, je vais aller voir si le backup chez Keller Williams fonctionne. Non. Je pense pas qu'ils font ça. Donc, ça prend quelqu'un, un chien de garde, qui va venir regarder. Fait que moi, je viens dans l'entreprise, je regarde ces choses-là. Une fois qu'on règle ça, on va déterminer des politiques pour l'entreprise. Fait que là, moi, je vais vous aider à rédiger vos politiques. Je peux les faire pour vous. Je peux vous donner des modèles. Ça prend une politique pour l'utilisation des ordinateurs de l'entreprise. Ça prend une politique pour les mots de passe. C'est quoi la politique? C'est-tu 15 caractères? C'est-tu 12 caractères? C'est-tu des caractères spéciaux? Faut que tu changes aux 3 mois ou 2 mois aux semaines? Moi, je recommande tout le temps le plus. J'ai un client l'autre jour qui me dit, c'est-tu aux 3 mois? Ouais, c'est bon, 3 mois. Ça serait-tu mieux aux 2 mois? Oui, ça serait mieux aux 2 mois. Au mois, ça serait bien? Ben oui. Fait que moi, je recommande tout le temps la façon la plus sécuritaire. Et non pas, mais là, tous les mois, on va faire septembre 2025, octobre 2025. Fait que là, après ça, une fois qu'on a fait de l'accompagnement, la prochaine étape, c'est la formation des employés. Parce que là, on a rédigé des politiques pour l'entreprise. Fait que là, il faut leur présenter un petit peu comme on fait aujourd'hui, leur faire peur. Parce que si on peur, ben là, ils vont être plus prudents. Puis une fois qu'ils ont eu la formation pour les employés, on leur fait signer les politiques. Fait que là, maintenant, il faut que tu gères tes mots de passe comme ça, il faut que tu gères tes mises à jour comme ça, il faut que tu gères le Wi-Fi comme ça, les accès. Moi, je vois des choses dans les bureaux, là, c'est incroyable. Puis après ça, on met en place une campagne de phishing. Parce que là, les employés sont formés, ils devraient savoir qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils devraient avoir des bons mots de passe. Puis là, on peut même faire un petit concours à l'interne. Il peut y avoir un système de pointage par rapport à qui s'est pas fait pogner. Puis là, on fait le toutou de celui qui a le champion de la cybersécurité ou le cyber-héros. Puis là, on met ça sur son bureau. Puis là, on essaie de se le voler entre nous autres. Fait que ça peut être quelque chose de le fun, tout en apprenant. Super. On change de registre? Oui. En tant que mentor de l'année, quelles sont les 3 qualités principales que tu identifies chez les professionnels qui réussissent et comment pouvons-nous cultiver ces conseils-là comme avec notre équipe de courtiers?
Ben, le premier, les gens qui réussissent, moi, je vois beaucoup de persévérance. Fait que souvent, on a une idée, faut être prêt à agir, faut agir vite. Des fois, si on attend après une idée, puis ça prend 2-3 ans à la développer, on arrive à 2-3 ans, quelqu'un d'autre qui l'a fait ou il y a quelque chose d'autre sur le marché. Fait que moi, je pense qu'il faut travailler, puis il faut être persévérant. C'est une des grosses qualités qu'il y a. L'autre, J'en demande 3, là. Ouais. Donc, persévérance. Ouais. L'autre, moi, je suis dans le monde des technologies. Fait que moi, je pense que les outils, il faut savoir les utiliser. Je donne des cours de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les employés. Puis souvent, je demande aux gens, tu sais-tu ChatGPT? Ah oui, OK. Combien de fois par semaine? Ah, peut-être une fois par mois. Ben, tu t'en sers pas. Si tu t'en sers pas 10 fois par jour, tu t'en sers pas. Puis ça, c'est un outil qui est fantastique. Moi, dans mon équipe, là, j'ai fait x5 avec mon équipe, juste avec ça. Mon expert en marketing, c'est ChatGPT. Puis j'utilise Copilot, j'utilise ChatGPT. Fait que l'important, c'est d'utiliser cet outil-là. On est à un ère de changement. Puis si on passe pas à côté, si on passe pas à s'en servir, on passe à côté de quelque chose. Puis je vais juste attraper quelque chose. En passant comme courtier Keller Williams, vous avez accès à Gemini Pro gratuitement. Donc, vous avez juste besoin de rentrer vos données. Rentrez vos données. À partir de votre courriel KW, puis vous avez accès à Gemini Pro. Faites attention, les renseignements personnels qu'on met dans Gemini Pro, si c'est pas une base de données interne. Puis encore, faites attention des renseignements personnels, comment vous gérez ça. Puis moi, je dis tout le temps en formation, je dis, c'est pas l'intelligence artificielle va pas voler vos jobs, va pas remplacer l'humain. C'est l'humain qui utilise l'intelligence artificielle qui va vous remplacer. Tout à fait. Il y a une légère nuance ici à avoir. Donc, c'est pas l'IA qui va vous remplacer. C'est la personne qui est capable d'utiliser l'IA qui va... Cette personne-là va devenir plus agile, plus intelligente, plus rapide et tout ça. Puis maintenant, l'IA, c'est tellement absolument incroyable. Tu sais, tu peux prendre une photo de quelque chose puis dire, écoute, dis-moi, donne-moi la définition, c'est quoi? Oui. Donc, tu peux tout faire avec ça. Oui, c'est ça. Là. Moi, je m'en sers pour cuisiner, je m'en sers pour faire ma clôture, savoir les matériaux à acheter, je m'en sers pour étudier, je m'en sers pour... c'est magique. Qui se crée des startups, Oui. qui se crée grâce à l'intelligence artificielle. Il y a comme 5 ans en arrière, ces boulots-là n'existaient pas sur le marché. Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, il y a eu des jobs qui se sont créés, c'est extraordinaire. Tout le monde sait se servir d'un ordinateur. Windows, vous connaissez ça? Mais imaginez s'il y a 15-20 ans, vous auriez dit, ben moi, j'ai pas le goût de faire ça, je veux pas utiliser cet outil-là, je veux continuer à la main puis avec un fax. Ben vous seriez en arrière aujourd'hui, vous seriez plus employable puis vous seriez plus pas performant comme on l'est aujourd'hui. Ben là, on a un changement vers l'intelligence artificielle. Moi, je vous conseille de sauter à pieds joints dedans puis de l'apprendre comme il faut. Là, c'est vraiment un changement. Là. J'ai fait une formation dans un cabinet comptable, puis tous les employés disent qu'ils ont amélioré leur performance de 40 à 50 %. C'est un cabinet comptable qui prenait plus de clients depuis 3 ans parce qu'il y avait trop de... Il y avait plus de temps. Puis maintenant, ils sont réouverts à prendre des clients. Fait que j'imagine que le chiffre d'affaires va aussi suivre le 40 % ou le 50 %. L'autre élément, ce qui est intéressant, c'est que ton chiffre d'affaires d'acquisition de nouvelles clientèles, en fin de compte, tu n'augmentes pas tes coûts fixes. Donc, tes coûts d'opération, quand tu mets ta clé dans la porte, ton loyer reste le même. Ton coût d'employé de base reste le même. Ton coût de photocopieur reste le même. En autant que tu n'as pas changé il n'y a pas un technicien qui a changé ton disque dur. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais tu sais, je fais un parallèle avec, nécessairement, je suis en immobilier depuis, pas quelques années, mais quelques décennies. Puis je regarde comment on était en immobilier quand j'ai commencé en 88. Où on fonctionnait avec un catalogue. Pour les plus jeunes, là, c'est des catalogues avec on imprimait ça une fois par mois. Puis à tous les semaines, on avait un supplément. Puis je me souviens à l'époque, moi, je découpais dans mon catalogue, puis je faisais des copies pour rendre ça plus utile
pour donner à mes clients. Puis les courtiers de l'agence dans laquelle j'opérais disaient « Oh mon Dieu, Stéphane, tu te casses la tête, tu donnes des feuilles à tes clients. » Ben oui, mais comment ils vont savoir le prix, puis ils vont se faire rendu à la deuxième, troisième maison, là, les clients mélangeaient la cuisine et le salon avec une, avec la cuisine de l'autre, puis ils se souvenaient plus du prix, des dépenses, ces choses-là. Puis on regarde aujourd'hui juste la question de la signature électronique. Comment, auparavant, là, je recule 40 ans passés, il fallait courir dans les agences. Je faisais une liste de visites, je visitais 4 propriétés avec 4 courtiers différents dans 4 agences différentes. Il fallait que j'aille chercher les clés. Et des fois, chose qui arrive, quelle clé pour quelle maison? Donc, tu reviens, tu as les clés, mais il y a deux porte-clés que t'as égaré, ou perdre des clés. Et quand tu arrivais à présenter une offre, il fallait que tu écrives une offre papier, fasses signer ton client, donne une copie NCR au client, reparte avec l'offre, aller porter l'offre au courtier, aller présenter l'offre physiquement, retourner la copie au courtier. La vie du courtier a complètement évolué. Puis je pense pas que l'IA va remplacer le rôle du courtier immobilier, je pense que avec la dépersonnalisation que l'IA est en train d'amener, ça va créer encore plus d'opportunités au niveau des courtiers, mais les courtiers qui vont être en mesure de pouvoir comprendre le rôle de la transaction relationnelle au lieu d'une transaction transactionnelle. Donc, parce que les gens veulent avoir quelqu'un qui les aide. Ça serait quoi un conseil que tu donnerais? Troisième, oui. Tu parlais de relationnel, c'est le réseautage. C'est vraiment aller réseauter, impliquez-vous. Moi, je crois beaucoup dans le principe de donner pour recevoir. Là. C'est le BNI. Ouais. Donc, puis s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment ça. Ça, c'est mon troisième conseil. Oui, définitivement. Ben, t'es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes. Hein? Ouais. Il y a quelqu'un à quelque part qui écrit ça. Ouais. Donc, et c'est ton petit réseau, ce que moi j'appelle là, ton premier cercle de personnes que tu vois continuellement, ben ça devient aussi ton groupe de support. Tu as un problème, tu as quelque chose, tu es capable de justement avoir accès à cette personne-là. Puis dire, hey, as-tu 2 minutes où tu es capable de rentrer aller t'asseoir avec un collègue, si ta relation est assez bonne, pour dire, écoute, j'ai un petit down aujourd'hui. Toute ma vie va super bien, mais je sais pas, j'ai comme une baisse d'énergie, j'ai comme une baisse de motivation, puis des fois, c'est juste de dire, hey, viens, on va aller prendre une marche, puis finalement, ça a coûté moins cher qu'une thérapie au psychologue. Quel conseil donnerais-tu à un courtier immobilier qui souhaite se démarquer dans un marché qu'on sait, le courtage immobilier, c'est un marché qui est très concurrentiel, puis devenir un leader dans son domaine? Marketing. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous reparler de l'intelligence artificielle. C'est un autre de mes bébés, là, la cybersécurité puis l'intelligence artificielle. Moi, je les ai quasiment 50-50 maintenant. Avant, Google, c'était les keywords. Vous vous souvenez de ça, là, les SEO. La dernière conférence que Google a faite sur Google, ils ont parlé plus de son IA que les SEO, qui est leur gros revenu. Puis, quand tu fais une recherche sur Google maintenant, tu as Gemini qui te répond quelque chose. Gemini ne devrait pas être influencé par qui a payé pour des SEO, pour des keywords, ou qui a placé les keywords. Il va vraiment se fier sur les avis, sur ce qui se fait. Fait qu'on peut utiliser ces outils-là pour faire notre marketing. Tu sais, moi, je tape plus sur mon ordinateur. Je parle à mon ordinateur. Là, je n'écris plus d'emails. Copier-coller. Ouais, je demande à ChatGPT, je dis rédige un email, copier-coller, je mets le nom de la personne, parce que je suis tout le temps anonyme, envoyé, je le relis évidemment, relisez tout le temps. On enlève les affaires. Au début, ChatGPT disait j'espère que tu te portes bien. Tu enlevais tout le temps ça. Là ça. Moi, je le fais automatiquement en passant. Quand j'envoie un courriel, c'est toujours ma première phrase. Je veux savoir. Toi, comment ça va? Ça va bien? Oui. Et après ça, on va aller au niveau de la transaction. Donc, moi, je le fais. C'est pas ChatGPT qui le fait, c'est moi qui le fais de Moi, j'ai un problème. Moi, je réponds tout le temps au courriel vite. Puis après ça, je dis bonjour, cette affaire. Je le remets après. Moi, ça serait juste répondre net, très sec, là. Oui. Mais,
L'autre jour, je donnais une formation justement à un cabinet en intelligence artificielle. Puis là, la cliente a dit, ben attends, je vais créer un courriel, je vais répondre à un courriel avant de partir, de finir mes tâches de la journée. Là, elle s'assoit, puis là, elle commence à rédiger. Bonjour, Je dis, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, ouais, hein, tu viens de m'apprendre. Là, elle a copié-collé la question de la cliente, elle l'a mis dans le chat GPT, elle a regardé la réponse, elle l'a pasté dans le courriel, elle a changé 2 mots, puis elle a fait ça. Mais je dis, vois-tu, tu viens de sauver 4-5 minutes? Puis moi aussi, je viens de sauver 4-5 minutes, là. Fait que ça, fois 40 courriels par jour, c'est bien plus efficace. Tu peux passer plus de temps à jouer au golf ou à faire d'autres choses, ou aller prospecter plus de clients, si tu perds pas ton temps à rédiger des courriels. Sur ton X. Être sur ton X. Puis comprendre aussi c'est quoi ta valeur. C'est ça. C'est parce qu'à un certain moment donné, c'est souvent ça dans le rôle d'un entrepreneur, c'est que parfois les gens disent, écoute, je suis occupé, j'ai besoin d'aller tondre ma pelouse, j'ai besoin, il y a une nouvelle business là, qui est super prolifique, on voit ça dans les quartiers, là, les gens qui paient des entreprises de déneigement. Ouais. Qu'on voyait pas 20 ans passés, là. 20 ans passés, c'est tout le monde avec sa souffleuse qui passe sa souffleuse et tout ça. Puis c'est de déterminer où est-ce que je suis plus rentable. Donc, est-ce que je suis plus rentable à faire des rencontres clients puis faire des transactions, ou je suis plus rentable à prendre ma souffleuse puis faut dire aussi qu'il faut qu'on sorte de nos entrées, là, mais ça c'est une autre histoire, mais c'est ça. Donc, comment dans notre structure de vie, comment on veut que ça évolue. Jean-François, t'es un gars hyper occupé, hyper brillant. Ça, je le savais avant aujourd'hui, donc j'ai beaucoup d'estime pour toi. Donc, t'es un gars hyper occupé. Comment tu gères ton temps pour entretenir un réseau de contacts aussi vaste? Tu sais, beaucoup d'implications communautaires, un gars qui est vraiment passionné dans sa business. Comment tu fais pour gérer ton calendrier? J'utilise les outils. Moi, j'utilise Bookings, qui vient de Microsoft 365. Il y a aussi une alternative qui s'appelle Calendly. Quand quelqu'un veut me rencontrer, j'ai dit, OK, book une rencontre avec moi grâce à la signature, le lien dans ma signature de courriel. Là, il s'en va dans mon booking, il voit mes disponibilités, il se book le rendez-vous. Fait que moi, des fois, comme là, l'été, j'ai travaillé 3 jours par semaine. Parce que ce que j'ai fait, c'est que le lundi, on n'est pas ici, puis le vendredi, on n'est pas ici. Mais j'ai fait le même montant d'argent, les mêmes nombres de rencontres que si je l'avais ouvert à 5 jours. Pourquoi? En bloquant mon lundi, mon vendredi, les gens sont obligés de booker les rencontres mardi, mercredi ou jeudi. Ils n'ont pas le choix. Les autres sont pas disponibles. Fait que si eux autres, ils aimeraient mieux prendre leur formation vendredi après-midi, je suis juste jamais disponible vendredi après-midi. Fait qu'ils disent, OK, on va y aller mardi matin. Fait que les gens bookent le même nombre de rencontres, je fais le même nombre d'argent, mais concentré sur 3 jours. Fait que je travaille 3 jours par semaine, mais les 3 jours aussi, je travaille en tabarnouche. Mais j'aime ça de même. C'est bien plus efficace que d'avoir des rencontres éparpillées dans mon calendrier avec des gros trous où est-ce que j'ai pas le temps de vraiment décrocher ou de rien faire. Je suis entre 2 rencontres, j'ai pas le temps d'aller à, tu sais. Fait que comme ça, c'est condensé, c'est plus efficace. Fait que ça, c'est un truc. Je verrai le commentaire aussi pour votre temps de prospection. T'sais, on s'entend, c'est quoi votre job, votre 20% qui vous génère 80% de votre job, si votre temps de prospection vous génère 80% de vos revenus, gérez-les dans votre agenda et bloquez ce temps-là. Au même titre que si vous auriez un client à 5 millions, si j'ai un client à 5 millions le vendredi matin à 9 heures, vous êtes garanti que je vais être sur mon X, puis à 9 heures, je vais être là vendredi matin. Donc, je vais l'avoir booké. C'est la même chose au niveau de votre prospection. Donc, on sait si notre prospection est faite, on sait que ça va donner nos résultats. Donc, parce que en immobilier, la manière ça fonctionne, c'est que on est à 90 jours du résultat. Donc, mon travail que je fais aujourd'hui, c'est ma paye dans 90 jours que je vais récolter. Donc, ce qui veut dire que si je fais pas ma prospection, j'aurai pas de paye dans 90 jours. On sait que dans 90 jours, juste pour vous dire, ça va être Noël, où on va être dans le temps des fêtes. Donc, ça, c'est un élément super important. Puis l'autre chose que je dirais, on est à 5 ans de où est-ce qu'on veut être. Donc, ça veut dire que ce matin, quand je fais mes gratitudes, quand je fais ma visualisation par rapport à où est-ce que je veux être, mais je suis à 5 ans de là. Faut que j'ai une discipline puis un plan de match pour me rendre là, mais je suis à 5 ans de où est-ce que je veux être.
confirmer? Ouais. Oui, dans un souci de gain de temps, d'ailleurs tu parlais de ça, et vu que tu es un expert en intelligence artificielle, je sais qu'il y a des agents IA qui sont en train de se créer. Pas aussi performants que les humains actuellement, mais tu penses dans combien de temps des agents IA vont être tellement performants que tu n'auras plus besoin d'être au bureau, juste sur le terrain? Ben, je pense qu'il faut tout le temps valider l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait. Tu sais, comme je mettrais pas un agent IA pour répondre à mes courriels puis l'envoyer au client. Pour le moment. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ton agent IA qui va répondre aux courriels, qui va le mettre dans tes brouillons, puis qui va t'avertir que tu as un message dans tes brouillons à valider. Tu lis la question du client, tu lis la réponse de l'IA, tu changes tes 2 mots, puis tu fais scène. De là à dire, ça se pourrait qu'à un moment donné, tu sais, ils le font avec des robots conversationnels. Avec un robot conversationnel, c'est un peu un agent qui, lui, tu y mets ta base de connaissances, tu sais, une équipe de soutien technique informatique, les 300 000 problèmes qu'on a eu dans les derniers 2 ans, puis les 300 000 solutions, ben c'est là-dedans, il va trouver, il va y donner, puis ça devrait être correct, tu sais, avec quelques ajustements. Fait que ça, c'est quelque chose que tu laisses aller, mais des fois, ils disent un peu du n'importe quoi. Fait que, mais le but devrait pas être de dire je vais programmer toutes mes affaires, puis après ça, j'aurai plus rien à faire. Si ça existe, on fait tout ça, ça serait merveilleux, mais Mais je pense pas que c'est viable non. à terme, puis je pense pas que ta business va aller en croissance. On est tous en train de pêcher, de jouer au golf, puis de faire du bateau, puis tous nos business roulent tout seul, on va être dans un drôle de monde. Oui, effectivement. Effectivement. Parce que les gens ont ce besoin de connecter aussi. C'est de là ma question par rapport au réseautage. Oui, effectivement. Effectivement. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Moi aussi. Oui, on n'arrête pas de donner que les points positifs de l'intelligence artificielle, mais on sait tous qu'il y a le revers de la médaille. À chaque chose, il y a ses points positifs et ses points négatifs. J'avais suivi quelques reportages qui disaient que les bases de ChatGPT et de Gemini sont au Mexique dans des zones très désertiques. Pourquoi elles ont été déplacées? Parce que quand ces bureaux-là, justement, les providers, étaient dans des zones rurales, les habitants n'avaient plus d'eau. Parce qu'il faut savoir qu'une seule question qu'on pose à ChatGPT, c'est 1 litre d'eau pour refroidir le process. Donc, en termes de planète... Ça a été démenti, ça. OK. Parce que l'eau dans les centres de serveurs, elle recircule, elle refroidit, puis c'est la même eau qui se promène. Ils prennent pas une eau puis réchauffer les rivières avec ça. Puis non, je pense que c'est de l'exagération. Surtout au Québec. Au Québec, nous, notre eau, j'ai entendu ça pour les autos électriques. Moi, j'ai une auto électrique depuis 2016. Puis les gens disaient, ben voyons, ça coûte cher le carbone. Mais nous, l'hydroélectricité que j'utilise est très bonne. C'est pas la même affaire aux États-Unis où est-ce que les autres vont utiliser du charbon ou du nucléaire. Là, l'électricité qu'ils utilisent pour bâtir leur auto. Mais ici, au Québec, on se casse pas la tête. C'est vrai que les centres de données sont pas là, mais passe pas à côté de l'utilisation de cette machine-là, de cet outil-là, pour sauver un verre d'eau, là. Il y a bien d'autres places que tu peux sauver. Je parlais avec une femme hier d'intelligence artificielle, puis elle disait, ben moi, mes enfants, quand je l'utilise, ils me chicanent parce qu'ils disent que je suis en train de détruire la planète. Mais, tu sais, elle dit, je m'en sers en cachette. Je dis, ben, voyons, tes enfants, faut que tu leur montres à utiliser cet outil-là, là. C'est ce qui va faire d'eux. Des futurs de demain. Ben, c'est ça. Des légions de demain. Ouais. Je pense que c'est ceux qui vont être à mesure d'embrasser la technologie qui vont pouvoir sortir leur épingle. Les rats informatiques. Ils ont une version de ChatGPT qui s'appelle WormGPT, mais elle a pas de morale. Okay. Ça veut dire, si un enfant utilise ChatGPT pour dire, moi, ça me tente pas d'aller à l'école cette semaine, comment est-ce que je pourrais empoisonner les enfants, les professeurs? ChatGPT va dire, ben, c'est pas une bonne idée, tu devrais consulter, fais pas le fou, blablabla. Je réponds pas à ce genre de questions. WormGPT, lui, va dire, ben, va acheter tel produit, mets ça dans le système de l'école, puis tu vas avoir congé, tu sais. Fait que les pirates s'en servent pour rédiger des courriels de phishing. Fait que lui, il s'en va au WormGPT. Ben, moi, j'aimerais ça, là. Il y a quelqu'un de très populaire à Gatineau. Il s'appelle Stéphane Bisson. Il est de Keller Williams. J'aimerais ça rédiger un courriel qui semble venir d'un partenaire potentiel qui va cliquer sur mon lien. Qu'est-ce que tu recommandes? Le ChatGPT va écrire. Il dit, waouh, ça, c'est parfait. Là, il a accès au courriel de Stéphane parce que quelqu'un de l'entreprise a mal protégé ses courriels. Il envoie le courriel. Ça semble venir de Stéphane. Puis,
Ça semble venir du partenaire. Le partenaire s'est fait attaquer. D'ailleurs, Mathis, t'avais reçu un mail. C'était toi ou c'était Justin? Ouais, c'était Justin. Oui. Moi, j'ai une question parce que j'ai entendu aussi dire que en ce moment, exemple, moi, je me fais hacker. Souvent, comme le pirate, il va, exemple, prendre l'historique de conversation que je vais avoir avec Stéphane. Puis son phishing, ça va être par rapport à un dossier qu'on a communiqué la veille. Donc, comment est-ce que tu es censé savoir? On parle littéralement du même dossier de la veille. J'ai un client qui a envoyé 50 000 à un pirate informatique. Il y avait un échange de courriel où est-ce qu'il disait, ben là, tu vas me payer tel montant d'argent, tout ça. Puis le pirate s'est inséré dans la conversation. Puis là, à un moment donné, là, ils ont fait le virement dans le compte du pirate. Puis là, il dit, ben quand est-ce que tu vas me donner ma commission? Donc, je te l'ai envoyé, regarde. Puis lui, il dit, ben regarde mon historique. Tous les échanges qu'il avait fait avec le pirate, lui, il l'avait pas reçu. Fait que ça, on appelle ça l'attaque du man in the middle. Fait que les courriels non protégés, j'en vois tous les jours dans les entreprises. C'est très important. Il y a des configurations à faire dans son Microsoft 365 pour protéger son courriel, pour prévenir l'usurpation d'identité. Malheureusement, la plupart des gens c'est moi que ça? Ah, c'est mon téléphone. Excusez-moi, c'est bon. Bon, OK. Oui, vas-y. Dernière question. Tu parlais de réseautage. Je vais bientôt dans la chambre de commerce et on commence à faire. Est-ce que tu as des trucs? Qu'est-ce que. Viens me voir. Oui. Dans un 5 à 7, viens me voir, puis dis-moi, je veux rencontrer, je sais pas. C'est parce que je suis personnellement un peu gêné. Mais là, j'ai commencé, puis on était chez Ford. Là, tu as commencé à parler à moi. Ouais. Tu as commencé à me parler. Et là, j'étais comme, OK, c'est bien. Fait que j'essaie de me déchaîner. Les gens montent pas, hein? Non. Bon, habituellement, au départ, ils montent pas. Moi, je suis Donc, très cybersécurité, tout ça. Alors, d'avoir rencontré Jean-François en premier, là, ça a été... Quand j'ai commencé en affaires il y a 30 ans, moi, je suis allé, j'ai sauvé de l'argent pendant, je me souviens plus combien de jours pour rentrer membre de la chambre de commerce. Puis là, je suis arrivé là, j'étais tout seul dans le coin. Puis je connaissais pas personne, puis personne venait me parler. Dans ce temps-là, c'était différent. Puis là, j'essayais de rentrer dans des groupes, puis il y avait un groupe fermé, ils parlaient entre eux autres, puis ils étaient pas ouverts à la conversation. Puis à un moment donné, j'ai vu un bonhomme, Louis-M. Bergeron, qui se promenait avec un chapeau, il connaissait tout le monde. Il y avait un journal Outaouais Mag, il connaissait tout le monde. Puis moi, j'ai regardé, puis j'ai dit, lui, un jour, il va savoir mon nom. Puis ce gars-là, on s'est rejoint dans des réseaux de gens d'affaires. À un moment donné, on se disait « Je t'aime, Louis », tu sais, devant 40 personnes, là, tu sais. Il disait « Je t'aime, Jean-François ». Fait que c'était un objectif que j'ai atteint, que, tu sais, il connaissait mon nom. Aujourd'hui, ben du monde connaît mon nom. Mais c'est ça, faut pas être gêné. Faut utiliser les ressources. Il y a, dans les chambres de commerce, il y a des entremetteurs. Le meilleur réseau pour se déjeuner, à rencontrer des gens, à parler en avant des gens, c'est le BMI. Je sais pas si tu connais, là. Les déjeuners. Ouais, les déjeuners, c'est... je ferais du pouce. La meilleure manière, c'est de te donner un coup de pied dans le derrière puis aller vers les gens. Oui. Parce que tu vas toujours trouver un élément ou une raison. C'est la même chose pour la question de la prospection. Faut que tu te donnes un coup de pied dans le derrière, tu prennes ton téléphone puis tu t'appelles les gens. On en a parlé au dernier Café Muffin avec Alex Rix, qui lui faisait des appels à ses compétiteurs justement pour pouvoir faire du brainstorming. Mais je pense que c'est là qui est... Moi aussi, je fais ça quand j'avais ma compagnie technique informatique. J'allais dîner régulièrement avec mes compétiteurs, puis on s'échangeait des informations sur certains clients. Tu sais, des fois, tel client est venu voir, ouais, nous autres, on l'a flushé parce qu'il payait pas, puis blablabla. Puis là, il était problématique. Toutes sortes d'affaires. Fait que c'est toujours une bonne chose. Mais oui, c'est ça. Faut que tu ailles en avant des gens. Comme j'ai fait quand on s'est rencontrés. Ouais. Je suis arrivé, j'ai débarqué de l'auto, t'étais là, t'étais tout seul. J'allais le voir, j'ai dit salut, je m'appelle Jean-François. C'est la meilleure façon de commencer une conversation. Excellent. Jean-François Leblanc, merci. Merci d'avoir été si généreux dans ton partage ce matin. Merci à toi. Merci à vous tous. C'était super. C'est vraiment intéressant.